Pourquoi la recette du béton romain, capable de résister à l'eau de mer pendant 2 millénaires, s'est-elle volatilisée le jour même de la chute de Rome? Et comment un seul document, une falsification apparue de nulle part, a-t-il pu dessiner les frontières du pouvoir en Europe pour les 1000 années à venir? Ces questions ne sont pas des énigmes pour manuel scolaire. Ce sont les premières gouttes de sang d'une histoire secrète, une chronique écrite non pas avec de l'encre, mais avec les cendres de bibliothèques et les fragments d'empire. L'histoire que nous allons raconter n'est pas celle des rois et des batailles que vous connaissez. C'est celle d'une chasse. Une chasse qui dure depuis plus de 1500 ans. La proie n'est ni l'or ni le pouvoir, du moins pas directement. C'est quelque chose de bien plus dangereux, la connaissance. Une connaissance perdue, fragmentée, capable de rebâtir le monde ou de le réduire en poussière. Nous sommes en l'an 410 de notre ère. Rome n'est plus la maîtresse du monde. C'est une carcasse que les Wisigoths d'Alaric dévorent avec une faim barbare. Les rues, autrefois pavées de marbre et de lois, sont désormais le lit d'un fleuve de feu, de cris et de pillages. Mais tandis que les légionnaires succombent et que les sénateurs supplient pour leur vie, une autre bataille, silencieuse et désespérée, se joue dans l'ombre des temples en flammes. Dans les entrailles de la bibliothèque Ulpia, un petit groupe d'hommes ne défend pas ses richesses. Ils roulent fiévreusement des parchemins, protégeant de leur corps des codex reliés de cuir. Ils ne sauvent pas des poèmes ou des chroniques de conquête. Ils sauvent des plans, des schémas d'aqueduc, des formules de chimie, des traités de médecine décrivant des opérations chirurgicales que le monde mettra un millénaire à redécouvrir. Ils sauvent des cartes stellaires si précises qu'elles semblent dessiner le chemin vers d'autres mondes. C'est l'épine dorsale de la civilisation qu'ils tentent d'extraire de la bête mourante. Ces hommes, savants grecs, ingénieurs syriens, philosophes égyptiens, les derniers héritiers de l'école d'Alexandrie, savent une chose. Le monde qui s'effondre sous leurs pieds n'est pas prêt pour cet héritage. L'humanité, ivre de violence et de superstition, utiliserait ses savoirs comme un enfant joue avec le feu. Cette connaissance ne doit pas être transmise, elle doit être cachée. La connaissance est une arme à double tranchant, elle éclaire autant qu'elle brûle. C'est une course contre la montre, une évacuation non pas de personnes, mais d'idées. Les fragments les plus précieux sont dispersés selon un plan conçu dans l'urgence. Un traité sur l'hydraulique est confié à une guilde de maçons qui le dissimulera sous la forme d'un rituel de construction abscon. Un compendium de botanique et de pharmacologie est envoyé vers le nord, vers les monastères isolés d'Irlande, où les moines le recopieront sans en comprendre la portée, le prenant pour un texte sacré. Les textes les plus dangereux, ceux qui touchent à la physique, à la manipulation des foules, à la nature même du pouvoir, sont enterrés dans des cryptes sous la ville, attendant un futur jugé plus sage. Ou peut-être n'attendant rien du tout. Car ces gardiens silencieux ne sont pas des héros. Ils sont des médecins appliquant un terrible triage. Ils amputent la civilisation de ses membres les plus brillants dans l'espoir de sauver le cœur du patient d'une mort certaine. Ils condamnent le monde à 1000 ans d'obscurité pour le préserver d'une autodestruction fulgurante. Les empires se construisent sur du béton et des lois, mais s'effondrent à cause d'un seul mot murmuré dans le mauvais couloir. Rome tombe. Les flammes dévorent les bibliothèques, les barbares fondent les statues pour en faire des armes et des bijoux. Le savoir du monde antique semble s'évanouir dans la fumée. Mais il n'a pas disparu. Il a été brisé, éparpillé comme les fragments d'un miroir maudit. Chaque éclat reflète une parcelle de la gloire passée,
mais déforme la réalité pour celui qui le regarde. Commence alors une nouvelle ère. Pas l'âge des ténèbres, mais l'âge de la chasse. Une quête silencieuse, impitoyable, pour retrouver ces fragments. Une quête qui opposera des forces que tout semble séparer, des papes et des rois, des ordres de chevaliers et des sectes d'assassins, des hérétiques et des saints, tous unis par la même conviction. Celui qui parviendra à rassembler le miroir brisé contrôlera non seulement le futur, mais aussi le passé. Qu'est-ce qui est le pire? Perdre la connaissance ou être enseveli sous ses décombres? Le chaos qui suit la chute de Rome est total. Les routes ne sont plus sûres, les villes se dépeuplent, la connaissance de l'écriture elle-même devient un privilège rare. L'Europe se fracture en une mosaïque de royaumes barbares, en guerre perpétuelle. Mais dans ce vide, une nouvelle puissance émerge, non pas d'une forteresse, mais d'une idée. Une puissance qui prétend détenir les clés non pas d'une cité terrestre, mais du royaume des cieux. L'Église de Rome, autrefois une secte parmi d'autres, voit dans ce chaos une opportunité divine. Mais pour bâtir un empire sur les ruines d'un autre, il faut plus que la foi. Il faut la légitimité. Il faut une histoire. Et si l'histoire n'existe pas, il faut l'inventer. Les fragments de la connaissance antique, cachés à la hâte, ne sont pas restés orphelins. Les familles des savants, les guildes, les petites communautés monastiques sont devenus les gardiens de ces secrets. Ils vivent dans l'ombre, transmettant leur savoir de manière codée, à travers des allégories, des symboles et des rituels. Ils attendent, ils observent, et ils voient monter en puissance cette nouvelle force qui, depuis Rome, prétend parler au nom de Dieu. Ils comprennent que la chasse a déjà commencé. Les incendies qui ont ravagé la civilisation n'ont pas seulement détruit des livres, ils ont effacé la mémoire collective, créant une page blanche sur laquelle une nouvelle histoire du pouvoir pouvait être écrite. Et dans les ruines encore fumantes de la ville éternelle, les survivants de la catastrophe se posent une question terrifiante. Ont-ils sauvé la connaissance? Ou ont-ils simplement créé les reliques d'une guerre future? Si vous étiez l'un de ces gardiens confrontés à un monde en ruine, que feriez-vous? Tenteriez-vous de restaurer le monde immédiatement au risque de voir votre savoir transformé en arme? Ou choisiriez-vous de cacher la connaissance pour des siècles en condamnant l'humanité à l'ignorance? Laissez votre choix dans les commentaires. Le pouvoir qui grandit sur les cendres de Rome a besoin de plus que des prières pour asseoir son autorité. Il a besoin d'un fondement juridique, d'un acte de propriété sur le monde occidental lui-même. C'est alors qu'au milieu du 8e siècle, un document extraordinaire fait surface, la Donation de Constantin. Selon ce texte, l'empereur Constantin le Grand, le premier empereur chrétien, aurait, 4 siècles plus tôt, légué au pape Sylvestre Ier et à ses successeurs la primauté sur toutes les églises et le pouvoir impérial sur Rome, l'Italie et l'ensemble de l'Empire romain d'Occident. En un seul parchemin, l'évêque de Rome devenait l'héritier légal des Césars. Un coup de maître, sauf que tout est faux. Des siècles plus tard, les humanistes de la Renaissance prouveront sans l'ombre d'un doute que le document est une contrefaçon grossière, truffée d'anachronismes. Mais au 8e siècle, personne n'a les moyens ni l'audace de le contester. Les manuels d'histoire présentent cette falsification comme une simple usurpation politique, une manœuvre pour justifier les ambitions territoriales du Saint-Siège. Mais si le véritable enjeu n'était pas la terre, mais ce qu'elle cachait, et si la donation de Constantin n'était pas une fin en soi, mais un moyen, un mandat de perquisition à l'échelle d'un continent, car avec ce document en main,
Les émissaires du pape ont désormais le droit de regard sur tous les monastères, toutes les archives, toutes les bibliothèques des royaumes d'Occident. La plus grande opération de renseignement du Moyen Âge vient de commencer sous le couvert de l'autorité divine. Des légats pontificaux, qui sont en réalité des agents surentraînés, parcourent l'Europe. Leur mission officielle, unifier la liturgie, corriger les textes sacrés, réformer les ordres monastiques. Leur mission secrète, localiser et récupérer les fragments du savoir antique dispersés 4 siècles plus tôt. Ils ne cherchent pas des reliques de saints, mais des traités de mathématiques. Ils ne pourchassent pas les hérétiques, mais les descendants des gardiens, ceux qui détiennent les clés de lecture des textes codés. Chaque monastère devient une cible potentielle, chaque abbé un suspect. Les bibliothèques monastiques, ces îlots de culture dans un océan d'analphabétisme, se transforment en chambres fortes et en champs de bataille silencieux. Le pouvoir véritable ne se mesure pas en légions, mais en bibliothèque que vous êtes le seul à pouvoir lire. Une guerre de l'ombre s'engage. D'un côté, le réseau du Vatican, méthodique, patient, doté de ressources quasi illimitées. De l'autre, des cellules dispersées de gardiens, contraintes de se cacher, de déplacer constamment leurs précieuses archives. On assiste à des scènes dignes d'un roman d'espionnage, des manuscrits volés en pleine nuit, des moines copistes assassinés et remplacés par des agents de Rome, des codes dissimulés dans les enluminures de Bible que seuls quelques initiés peuvent déchiffrer. Un abbé irlandais, gardien d'un traité de botanique antique aux propriétés pharmaceutiques révolutionnaires, est convoqué à Rome pour une consultation théologique dont il ne reviendra jamais. Ses livres sont confisqués au nom de l'orthodoxie. C'est une guerre lente qui se mesure en décennies, en siècles. Le Vatican accumule méthodiquement les fragments. Les connaissances en architecture permettent la construction de cathédrales qui défient les lois de la physique de l'époque. Les savoirs en agronomie augmentent les rendements des terres monastiques, créant une puissance économique sans précédent. Des bribes de psychologie sociale, tirées de traités romains sur la rhétorique, sont utilisées pour perfectionner les sermons et contrôler les foules. Mais l'objectif ultime reste insaisissable: rassembler l'intégralité du savoir, le reconstituer dans sa puissance originelle. Car les agents de Rome comprennent que chaque fragment isolé est puissant, mais que leur combinaison pourrait libérer une force capable de refaçonner le monde à leur image. Le projet est d'une ambition démesurée: créer un nouvel ordre mondial fondé non sur la force brute, mais sur le monopole de l'information. Un empire de l'esprit dirigé depuis Rome, où la vérité elle-même serait une denrée contrôlée et distribuée par une seule autorité. Mais le réseau des gardiens, bien que traqué et affaibli, n'a pas dit son dernier mot. Ils parviennent à exfiltrer certains des textes les plus cruciaux hors de la sphère d'influence directe de Rome. Des manuscrits sur la métallurgie, l'astronomie de navigation et des stratégies militaires non conventionnelles prennent des chemins inattendus. Certains traversent les Pyrénées vers l'Espagne musulmane, où ils contribueront à l'âge d'or de Cordoue. D'autres, et c'est là que notre histoire prend un tournant glacial, sont confiés, par désespoir ou par calcul, à des intermédiaires peu recommandables. Des marchands et des mercenaires qui commercent avec les peuples les plus redoutés de l'époque. Des hommes venus du Nord, dont la cruauté n'a d'égal que leur maîtrise de la mer. Le Vatican a beau étendre sa toile sur l'Europe, il ne peut tout contrôler. Sa quête de savoir a créé des failles, des angles morts. Et dans ces angles morts, une partie de la connaissance la plus explosive lui a échappé. Elle a commencé un long voyage vers les fjords glacés
de Scandinavie. Un drakkar fend les vagues grises de la mer du Nord. À son bord, des hommes silencieux, aux yeux de la couleur du brouillard. Ils ne sont pas des pillards ordinaires. Ils sont les maîtres d'une nouvelle forme de guerre, rapide, brutale, imprévisible. Le monde les connaît sous le nom de Vikings. Les chroniques de l'époque les décrivent comme des bêtes sauvages, des païens dont la seule motivation est le sang et l'or. C'est une erreur de propagande. La véritable source de la supériorité viking n'est pas leur fureur, mais leur technologie. Et au cœur de cette technologie, il y a une arme qui ne devrait pas exister. Une épée portant la signature Ulfberht. Forgées entre le 9e et le 11e siècle, ces épées sont une anomalie technologique. L'analyse métallurgique de spécimens retrouvés a révélé une composition stupéfiante, un acier au creuset ou woods d'une pureté exceptionnelle avec une teneur en carbone parfaitement contrôlée. Cet acier est si résistant et si flexible qu'il peut plier sans se rompre et trancher un bouclier ou une cotte de maille comme du tissu. Pour trouver un acier de qualité équivalente en Europe, il faudra attendre la révolution industrielle, près de 800 ans plus tard. Comment une société sans tradition d'écriture, considérée comme primitive, a-t-elle pu maîtriser une technique de métallurgie si avancée? La réponse ne se trouve pas dans les sagas, mais dans les routes commerciales oubliées, le secret de l'acier au creuset, probablement un fragment du savoir romain ou perse qui a voyagé vers l'Est, s'est retrouvé entre les mains des forgerons scandinaves. Peut-être via les routes commerciales de la Volga qui les reliaient à Bagdad et au monde byzantin, ou peut-être était-ce le prix d'un contrat de mercenariat. L'épée Ulfberht devient la super-arme de son temps. Elle confère aux Vikings un avantage décisif sur les champs de bataille. Les épées franques, de qualité bien inférieure, se brisent contre elles. Cette supériorité technologique explique en partie la rapidité et le succès de leur expansion. Ils ne sont pas seulement plus courageux, ils sont mieux armés. Mais ce n'est pas tout. Leur domination des mers repose sur un autre secret. Comment s'orientaient-ils avec une telle précision en plein océan, sous des ciels souvent couverts? Les sagas parlent d'une pierre de soleil, une Solarstein. Longtemps considérée comme une légende, des archéologues ont retrouvé dans des épaves vikings des cristaux de calcite ou spat d'Islande. Ce cristal a une propriété optique remarquable, la double réfraction, qui permet de déterminer la position du Soleil même par temps couvert ou brumeux. Il agit comme un filtre polarisant. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'optique, de la physique. Une autre bribe de connaissances antiques, peut-être issue des traités d'optique d'un Ptolémée ou d'un Euclide, tombée entre les mains de ceux que le monde civilisé considérait comme des ignorants. Équipés d'armes supérieures et d'instruments de navigation uniques, les Vikings redessinent la carte du monde connu. Ils ne font pas que piller les côtes. Ils explorent, commercent, colonisent. Ils atteignent l'Amérique du Nord 5 siècles avant Christophe Colomb. Ils fondent des royaumes en Russie, en Angleterre, en Normandie. Ils servent de garde d'élite à l'empereur de Byzance. Ils sont la première véritable force mondialisée de l'après-Rome. Mais une telle puissance attire inévitablement l'attention. Cette connaissance, qui est leur force, devient aussi leur malédiction. Tout le monde se met à la recherche de leurs secrets. Des espions byzantins tentent d'infiltrer leur guilde de forgerons. Les rois francs offrent des fortunes pour une seule épée Ulfberht, afin de la faire analyser par leurs propres armuriers. Les agents du Vatican, qui les voient comme une menace païenne et un obstacle à leur projet d'unification, cherchent à comprendre et à neutraliser leur avantage technologique. Les expéditions vikings
deviennent elles-mêmes des missions de renseignement. Leurs raids sur les monastères ne visent pas seulement l'or des calices, mais aussi les livres des bibliothèques. Ils savent, peut-être instinctivement, que la connaissance est une forme de trésor. Ils accumulent des fragments de savoir venus de tout le monde connu, les ajoutant à leur propre arsenal technologique. C'est un jeu dangereux. La connaissance qu'ils possèdent est purement pratique, dépourvue du cadre philosophique et éthique qui l'accompagnait dans l'Antiquité. C'est une connaissance d'ingénieurs, pas de sages. Ils ont le comment, mais pas le pourquoi. Cela les rend incroyablement efficaces, mais aussi vulnérables. Leur civilisation, bâtie sur une supériorité technologique fragile, finira par être absorbée par les cultures qu'elle a autrefois terrorisées. Mais leurs secrets ne disparaîtront pas complètement. L'art de forger l'acier au creuset se perdra à nouveau. Mais les routes qu'ils ont ouvertes, les liens qu'ils ont tissés, et surtout la prise de conscience qu'une poignée d'hommes dotés d'une technologie supérieure peut mettre un continent à genoux, cette idée ne mourra pas. Elle sera reprise par d'autres. Une nouvelle sorte de guerriers qui uniront la foi du moine à l'épée du soldat et qui lanceront la plus grande expédition de l'histoire, non pas pour la gloire d'un roi, mais pour retrouver la source même du savoir dans une cité sacrée au cœur du désert, Jérusalem. Au tournant du XIIe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. La reconquête de l'Espagne bat son plein, les universités commencent à émerger et un appel retentit depuis Clermont, le pape Urbain. II exhorte la chrétienté à reprendre la Terre sainte aux musulmans. Ainsi commencent les croisades. L'histoire officielle nous parle d'une guerre de religion, d'une quête pour le contrôle des lieux saints. Mais derrière cette façade de ferveur pieuse se cache une autre ambition, bien plus secrète et bien plus audacieuse. En l'an 1119, 9 chevaliers, menés par Hugues de Pins, se présentent devant le roi de Jérusalem, Baudouin II. Ils proposent de fonder un ordre militaire et religieux pour protéger les pèlerins sur la route de Jaffa. Le roi leur accorde un quartier général dans une aile de son palais, situé sur l'emplacement même de l'ancien temple de Salomon. Ils prendront le nom de « pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon », les Templiers. Pendant 9 ans, ces 9 chevaliers ne recruteront personne. Pendant 9 ans, ils ne mèneront quasiment aucune action de protection des pèlerins. Que font-ils? Les chroniques de l'époque, comme celle de Guillaume de Tyr, sont étrangement silencieuses. La vérité est qu'ils ne montent pas la garde, ils creusent. Les croisades sont la couverture de la plus grande expédition archéologique de l'histoire. L'objectif de l'ordre du Temple, son but secret et originel, n'est pas de combattre les infidèles, mais de retrouver ce qui a été caché sous le temple de Salomon, bien avant sa destruction par les Romains en l'an 70. Des archives, des fragments de la connaissance antique, peut-être une partie de la bibliothèque d'Alexandrie, transportés à l'Est pour la mettre en sécurité. Des textes qui, selon certaines légendes, contiendraient les secrets de la géométrie sacrée, de l'économie et peut-être même les fondements de la première religion monothéiste. Leurs fouilles sont un succès. Après 9 ans de travail acharné, ils trouvent quelque chose. Nous ne savons pas exactement quoi. L'Arche d'Alliance? Le Saint Graal? Probablement quelque chose de bien plus tangible et de bien plus puissant. Des parchemins, des traités d'ingénierie financière, de logistique, d'organisation sociale. Des savoirs qui leur permettent, à leur retour en Europe, de construire en quelques décennies la première multinationale de l'histoire. Les Templiers deviennent les banquiers de l'Europe. Ils inventent la lettre de change, l'ancêtre du chèque.
Ils créent un réseau de commanderies qui fonctionne comme un système de franchise. Leur richesse devient colossale, leur influence politique immense. Ils ne répondent qu'au pape. Leur puissance n'est pas mystique, elle est la conséquence directe de la connaissance qu'ils ont déterrée. Ils appliquent des principes d'organisation et d'économie redécouverts, qui leur donnent une avance de plusieurs siècles sur leurs contemporains. Ils ont trouvé une partie du mode d'emploi de la civilisation. Mais cette connaissance, comme toujours, est une malédiction. Leur ascension fulgurante et leur arrogance finissent par susciter la peur et la jalousie. Le roi de France, Philippe le Bel, lourdement endetté auprès de l'ordre, et le pape Clément V, un pantin sous son influence, comprennent la nature du pouvoir que les chevaliers détiennent. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est un savoir capable de renverser l'ordre établi, de créer un État dans l'État, voire un État au-dessus des États. Ils décident de frapper. Vendredi 13 octobre 1307. À l'aube, dans toute la France, les agents du roi lancent une opération coordonnée d'une ampleur sans précédent. Tous les Templiers du royaume sont arrêtés simultanément. La chasse est ouverte. Ce qui suit est un procès en sorcellerie, une campagne de désinformation monstrueuse. On les accuse d'hérésie, de sodomie, de cracher sur la croix. La torture leur arrache des aveux insensés. Le grand maître Jacques de Molay et ses dignitaires périront sur le bûcher. L'ordre est dissous, ses biens confisqués. Mais l'essentiel leur échappe. Le trésor des Templiers, le fameux trésor, n'est jamais retrouvé. Ni dans leur quartier général du Temple de Paris, ni ailleurs. Et ce trésor n'est pas seulement constitué d'or et d'argent. Il est avant tout constitué d'archives. La nuit précédant les arrestations, des chariots ont discrètement quitté le Temple de Paris. Et, plus important encore, la flotte templière, ancrée à La Rochelle, a pris la mer et a disparu sans laisser de traces. Que transportait-elle? Des chevaliers en fuite, certes, mais surtout le cœur de leur pouvoir, la connaissance qu'ils avaient ramenée de Jérusalem. Où est-elle allée? Certains disent en Écosse, où elle aurait servi de base à la future franc-maçonnerie. D'autres parlent du Portugal, où les Templiers se sont simplement reformés sous un autre nom. Mais une partie de cet héritage, les textes les plus sensibles, a peut-être trouvé refuge dans un endroit inattendu. Un hulot de dissidence au cœur même du royaume de France. Une région prospère et tolérante où fleurissait une foi différente, une foi que Rome considérait comme la plus dangereuse de toutes les hérésies. Les terres du Languedoc, le pays des Cathares. Vous pensez que les Templiers étaient des héros persécutés ou des manipulateurs avides de pouvoir? Étaient-ils des gardiens de la connaissance cherchant à éclairer le monde, ou des banquiers secrets utilisant un savoir ancien pour leur propre profit? Donnez votre avis dans les commentaires. Les terres ensoleillées du Languedoc, au sud de la France, sont au début du XIIIe siècle une anomalie culturelle et spirituelle. Tandis que le nord est encore engoncé dans la rigidité féodale, le sud est un carrefour de culture, ouvert, tolérant, où les troubadours chantent l'amour courtois et où une nouvelle foi a pris racine, le catharisme. Les Cathars, qui se nomment eux-mêmes les bons hommes ou les bonnes femmes, ne sont pas simplement des chrétiens dissidents. Ils professent un dualisme radical. Le monde matériel, tout ce qui est visible, est une création maléfique, une prison pour les âmes pures, qui sont des parcelles de lumière divine. Le véritable Dieu, le Dieu d'amour, est totalement étranger à cette création. En conséquence, il rejette l'Ancien Testament et son Dieu vengeur, niant les sacrements de l'Église catholique qu'il considère comme une institution corrompue, l'Église de Satan. Leur élite,
Les parfaits mènent une vie d'ascèse rigoureuse, s'abstenant de viande, de possession et de tout contact charnel. Cette théologie, qui dévalorise le monde matériel au profit du monde de l'esprit, fait d'eux les gardiens idéaux pour une connaissance jugée trop dangereuse pour être incarnée dans le pouvoir ou la richesse. Une connaissance purement immatérielle. Il est possible qu'une partie des archives templières, les textes les plus philosophiques et les plus subversifs, aient trouvé refuge chez eux après la chute de l'ordre. Ou peut-être détenaient-ils leurs propres fragments du savoir antique, hérités des courants gnostiques qui n'avaient jamais vraiment disparu depuis les premiers siècles du christianisme. Quoi qu'il en soit, leur existence même est une menace intolérable pour le pouvoir de Rome et celui du roi de France. Pour le pape Innocent III, c'est une hérésie qui ronge le cœur de la chrétienté. Pour le roi de France, c'est une occasion rêvée de briser l'indépendance des puissants comtes de Toulouse et de rattacher le riche Languedoc à la couronne. En 1209, une croisade est lancée. Mais ce n'est pas une croisade comme les autres. Ce n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre d'extermination. La croisade des Albigeois, menée par le zélé et brutal Simon de Montfort, se déchaîne avec une violence inouïe. Le sac de Béziers donne le ton. À la question de savoir comment distinguer les catholiques des hérétiques, le légat du pape aurait répondu par cette phrase terrible: « Tuez-les, tous, Dieu reconnaîtra les siens. » 20 000 personnes sont massacrées en une seule journée. La guerre dure 20 ans. C'est une éradication systématique d'une culture et d'un peuple. Le but n'est pas de convertir, mais d'effacer, de ne laisser aucune trace. Les seigneurs du Sud sont dépossédés, les villes rasées, les parfaits traqués par la toute nouvelle institution de l'Inquisition et envoyés au bûcher. La résistance cathare se concentre finalement dans une poignée de forteresses perchées sur des pitons rocheux, les citadelles du vertige. La dernière et la plus symbolique d'entre elles est le château de Montségur. Pendant près d'un an, une petite garnison et plusieurs centaines de réfugiés, dont de nombreux parfaits, résistent au siège de l'armée royale. Mais en mars de l'an 1244, la forteresse est contrainte de se rendre. Les assiégés obtiennent une trêve de 15 jours. Le jour de la reddition, plus de 200 parfaits, refusant d'abjurer leur foi, descendent volontairement vers le pied de la montagne, où un immense bûcher a été préparé. Ils y montent et périssent dans les flammes en chantant. C'est une fin tragique et héroïque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la trêve, une nuit, 4 parfaits réussissent à s'échapper du château assiégé en se laissant glisser le long de la paroi vertigineuse à l'aide de cordes. Ils n'emportent pas leur vie. Ils emportent le trésor des cathares. Ce trésor, que les croisés chercheront en vain dans la forteresse, n'est pas de l'or ou des bijoux. La tradition et plusieurs témoignages recueillis par l'Inquisition parlent de textes, de livres, peut-être le fameux « livre des 2 principes » qui contenait le cœur de leur doctrine, ou autre chose de plus ancien encore. Cette connaissance, que le Vatican et la couronne française craignaient plus que la pire des armées, leur a une fois de plus échappé. Les 4 gardiens disparaissent dans la nature, emportant avec eux le dernier secret des cathares. La répression a réussi. Le catharisme est éradiqué. Mais la connaissance qu'il protégeait, elle, est à nouveau dans la nature. Elle est devenue souterraine, fragmentée, encore plus secrète qu'auparavant. Elle n'est plus protégée par des ordres puissants ou des communautés organisées, mais par des individus isolés, des réseaux clandestins. La chasse va devoir changer de nature. Elle va quitter les champs de bataille pour s'infiltrer dans les lieux les plus sombres
et les plus secrets des cités médiévales, les laboratoires des alchimistes. Tandis que l'Europe panse les plaies des croisades et des guerres, une autre quête, plus silencieuse mais tout aussi acharnée, se déroule dans les caves et les greniers des villes en pleine expansion. C'est l'ère de l'alchimie. Pour l'imaginaire collectif, l'alchimiste est un charlatan barbu ou un sorcier cherchant à transformer le plomb en or. C'est une caricature. L'alchimie médiévale est bien plus que cela. C'est la dernière tentative désespérée de reconstituer une science unifiée à partir des débris du savoir antique. C'est une discipline qui ne sépare pas la chimie de la physique, la médecine de la spiritualité, l'astronomie de la théologie. C'est une proto-science, une enquête sur la nature fondamentale de la matière et de la vie. Et au cœur de cette quête se trouve le grand œuvre, la recherche de la pierre philosophale. Cette pierre, selon les textes, serait capable non seulement de transmuter les métaux, mais aussi de guérir toutes les maladies et de conférer une longue vie, voire l'immortalité. Ce n'est pas la recherche de la richesse qui motive les véritables alchimistes, mais celle de la connaissance absolue. Ils ne sont pas des inventeurs, mais des archéologues de la science. Ils travaillent à partir de textes fragmentaires, traduits de l'arabe, du grec, souvent mal compris et toujours chiffrés. Le langage alchimique lui-même est un code. Le soufre et le mercure ne désignent pas seulement des éléments chimiques, mais des principes philosophiques. Le dragon vert, l'ouroboros, le mariage du roi et de la reine sont autant de métaphores décrivant des processus de laboratoire et de transformation spirituelle. Pourquoi ce secret? Parce que l'alchimie est une pratique dangereuse, à la fois physiquement et politiquement. Les expériences peuvent se terminer en explosion ou en empoisonnement. Mais surtout, elle est hautement suspecte aux yeux de l'Église. Elle prétend percer les secrets de la création divine. Elle touche à la question de l'immortalité, monopole de Dieu. L'alchimiste est donc un homme qui vit dans l'ombre, constamment sous la menace d'une accusation de sorcellerie. Son laboratoire est un sanctuaire et un champ de bataille. Des figures légendaires comme Nicolas Flamel à Paris ou Arnold de Villeneuve à la cour papale d'Avignon ne sont peut-être pas les transmutateurs de métaux que la légende a retenus. Ils étaient plus probablement de brillants esprits qui, en déchiffrant un fragment de texte ancien, ont redécouvert une technique de métallurgie, une formule de teinture ou un remède médical oublié. Leurs découvertes, présentées sous le voile du mystère alchimique, leur ont apporté richesse et renommée. Mais elles ont aussi attiré sur eux tous les prédateurs de l'époque. Leurs manuscrits, leurs notes, leurs livres de secrets sont traqués sans relâche. Des espions à la solde des rois et des princes tentent de voler leurs formules. L'Inquisition effectue des raids nocturnes, confisquant les livres et les instruments, cherchant des preuves d'hérésie. Des concurrents jaloux n'hésitent pas à recourir au meurtre pour s'emparer du secret d'un rival. Une poursuite dans les ruelles étroites d'une cité médiévale entre un alchimiste fuyant avec un précieux manuscrit et les agents d'un seigneur local n'est pas une fiction, mais une réalité de cette époque. Chaque découverte est une victoire précaire, chaque avancée une invitation au désastre. La connaissance est un poison qui tue lentement celui qui la détient. L'alchimiste vit dans une paranoïa constante, au seuil de la plus grande découverte de l'humanité ou d'une mort horrible dans les geôles de l'Inquisition. Cette guerre secrète pour les fragments de la science perdue a pourtant des conséquences inattendues. En tentant de déchiffrer les anciens savoirs, les alchimistes développent de nouvelles techniques. Ils perfectionnent la distillation, inventent de nouveaux alliages, découvrent des acides puissants comme l'acide sulfurique ou nitrique. Ils jettent
sans le savoir, les bases de la chimie moderne. Mais le grand œuvre, la réunification de tous les fragments en une science unique et toute puissante, leur échappe. Ils comprennent que le savoir est trop dispersé, trop corrompu, trop dangereux pour être conservé sur de simples parchemins, même codés. La persécution s'intensifie. L'Église, sentant que cette science indépendante pourrait saper son monopole sur la vérité, durcit sa position. L'imprimerie, qui commence à se répandre à la fin du Moyen Âge, rend la situation encore plus périlleuse. Un secret imprimé n'est plus un secret. Face à la menace d'une annihilation totale, les derniers gardiens de la connaissance fragmentée vont concevoir le plan le plus audacieux et le plus désespéré de tous. S'il est impossible de cacher la connaissance en toute sécurité, alors il faut la rendre absolument indéchiffrable. Il faut créer un coffre-fort ultime. Un livre que personne ne pourra jamais lire. Après des siècles de chasse, de persécutions et de pertes irréparables, les réseaux de gardiens dispersés arrivent à une conclusion terrifiante. Aucun secret n'est éternel. Tout texte peut être déchiffré, toute cachette découverte, tout gardien trahi ou brisé. La connaissance est comme l'eau, elle finit toujours par fuir. Face à cet échec, une nouvelle stratégie émerge, née du désespoir le plus total. Ne plus cacher le message, cacher la clé. Mieux encore, créer un message qui est son propre coffre-fort, un artefact dont la complexité même est la protection. C'est dans ce contexte, probablement à la fin du XVe siècle, quelque part en Europe centrale, qu'apparaît l'objet le plus mystérieux de toute l'histoire de la cryptographie, le manuscrit de Voynich. Ce codex, aujourd'hui conservé à l'université de Yale, est une énigme absolue. Il est écrit dans un alphabet inconnu qui n'apparaît nulle part ailleurs. Ces pages sont illustrées de dessins étranges et fascinants. Des plantes qui ne correspondent à aucune espèce botanique connue. Des diagrammes astronomiques et astrologiques complexes, avec des constellations qui ne sont pas les nôtres. Des pages entières remplies de dessins de femmes nues, se baignant dans des bassins reliés par un système de tuyauterie organique et complexe. Et un texte. Un texte qui s'écoule avec une fluidité naturelle, qui semble suivre des règles de grammaire et de syntaxe, mais qui a résisté à toutes les tentatives de déchiffrement depuis sa redécouverte en 1912. Les plus grands cryptographes du XXe siècle, ceux qui ont brisé le code Enigma des nazis, s'y sont cassés les dents. Les superordinateurs les plus puissants n'y ont trouvé aucune structure linguistique reconnaissable. Le manuscrit de Voynich n'est pas un simple code. C'est un défi à l'entendement humain. Est-ce un canular extraordinairement élaboré? C'est possible. Mais la datation au carbone 14 a prouvé que le parchemin datait du début du XVe siècle. L'analyse de l'encre est cohérente avec cette période. Si c'est un canular, il a été réalisé avec un soin et des moyens considérables. Mais si ce n'est pas un canular, alors quoi? C'est là que notre histoire de la connaissance perdue prend tout son sens. Le manuscrit de Voynich pourrait être la tentative ultime de préservation, l'archive parfaite, un compendium de savoirs en botanique, en médecine, en cosmologie, si avancés ou si dangereux qu'ils ont dû être encapsulés dans une forme totalement impénétrable. La clé de déchiffrement n'était peut-être pas écrite, mais transmise oralement au sein d'un groupe restreint, et elle s'est perdue avec la mort du dernier initié. L'histoire connue du manuscrit commence à la fin du XVIe siècle, à la cour de l'empereur du Saint-Empire Rodolphe II à Prague. Rodolphe était un monarque obsédé par l'occultisme, l'alchimie et tous les arts secrets. Sa cour était le dernier refuge pour les mystiques
et les savants hétérodoxes de toute l'Europe. C'est là que le livre réapparaît, acheté par l'empereur pour une somme colossale. Il devient une obsession pour les plus grands esprits de l'époque, comme John Dee, le célèbre mage et conseiller de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Tous échouent à percer son secret. Le manuscrit devient une légende maudite. Il passe de main en main, ruinant ou rendant fous ceux qui tentent de le comprendre. Il semble émettre une sorte de radiation intellectuelle, une promesse de connaissance infinie qui mène à l'obsession et à la folie. Il est le miroir noir de la quête du savoir, reflétant non pas la lumière de la découverte, mais le vide de l'incompréhension. Pour le narrateur de notre histoire, cet homme qui en sait trop, le manuscrit de Voynich est le point final d'une longue tragédie. C'est le mémorial d'une connaissance si puissante qu'elle a dû être sacrifiée pour ne pas détruire le monde. C'est un tombeau. Le tombeau d'une science, d'une philosophie, peut-être d'une vision de l'univers que nous ne pourrons jamais reconstituer. Il nous enseigne une leçon d'humilité terrible. Il y a des portes que nous ne sommes pas faits pour ouvrir. Toucher à cet artefact, c'est sentir le vertige du savoir absolu et la terreur de sa perte irrémédiable. Mais parfois, les effets de cette connaissance perdue ne se manifestent pas dans des livres illisibles. Parfois, ils s'infiltrent dans le monde réel, créant des fissures, des anomalies inexplicables qui défient la logique et la raison. Des moments où la réalité elle-même semble se déchirer. Qu'est-ce que le manuscrit de Voynich, à votre avis? Le testament d'une civilisation oubliée, un jeu d'un génie de la Renaissance, ou la clé d'une connaissance que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Partagez votre théorie la plus folle dans les commentaires. Le monde médiéval n'est pas un univers rationnel. Il est peuplé d'anges, de démons, de miracles et de présages. Chaque événement inhabituel est interprété comme un signe divin ou une manifestation diabolique. Mais au milieu des légendes et des superstitions, certaines chroniques rapportent des faits si étranges, si spécifiques, qu'ils résistent à toute explication simple. Ce sont des failles dans le tissu de la réalité de l'époque. Des moments où le monde connu est entré en contact avec quelque chose d'entièrement autre. L'un des cas les plus célèbres et les plus déroutants est celui des enfants verts de Woolpit. L'histoire nous est rapportée par deux chroniqueurs sérieux du XIIe siècle, Raoul de Coggeshall et Guillaume de Newburgh. Un jour, dans le village de Woolpit, dans le Suffolk en Angleterre, des villageois découvrent près d'une fosse à loups 2 enfants, un garçon et une fille, qui semblent parfaitement normaux, à un détail près. Leur peau est d'une couleur verte intense. Ils parlent une langue inconnue, portent des vêtements faits d'une matière étrange et refusent de manger autre chose que des fèves crues. Le garçon, plus jeune et plus fragile, tombe malade et meurt rapidement. Mais la fille survit. Elle est baptisée, apprend l'anglais, et sa peau perd progressivement sa couleur verte. Une fois capable de communiquer, elle raconte une histoire stupéfiante. Elle et son frère venaient d'un lieu appelé la Terre de Saint-Martin, un monde souterrain où il fait toujours crépuscule. Un jour, alors qu'ils gardaient le troupeau de leur père, ils ont entendu un son puissant et se sont retrouvés dans une grotte. Ils l'ont suivi et ont émergé à la lumière du soleil de Woolpit, qui les a aveuglés et effrayés. Que faire d'une telle histoire? Une hallucination collective? Le récit délirant d'enfants abandonnés souffrant d'une maladie rare comme la chlorose qui peut donner un teint verdâtre? C'est l'explication rationnelle. Mais elle ne rend pas compte de tous les détails. La langue inconnue
les vêtements étranges, l'histoire cohérente racontée par la jeune fille. Et si nous regardions cette histoire à travers le prisme de notre chasse à la connaissance perdue, et si ce n'était pas un conte de fées, mais le témoignage déformé d'un contact avec une technologie ou une réalité que les gens du XIIe siècle ne pouvaient absolument pas comprendre, la terre de Saint-Martin pourrait-elle être une communauté souterraine, descendant peut-être de l'un des groupes de gardiens qui se sont cachés après la chute de Rome? Une communauté vivant, à l'aide de technologies perdues d'éclairage ou d'agriculture hydroponique, ce qui pourrait expliquer la couleur de peau due à un régime alimentaire inhabituel? Le accident qui les a menés à la surface était-il la conséquence d'une expérience qui a mal tourné? Cette hypothèse est spéculative, bien sûr, mais elle met en lumière un point crucial. L'establishment médiéval, qu'il soit religieux ou séculier, a une peur panique de l'anomalie. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la vision du monde acceptée est une menace. C'est une brèche dans le mur de l'ordre qu'il faut immédiatement colmater. L'histoire des enfants verts, comme beaucoup d'autres chroniques étranges sur des pluies de sang, des navires volants ou des créatures monstrueuses, est rapidement neutralisée. On la classe comme un miracle, un prodige, ou on la relègue au rang de folklore. On efface les pistes, on empêche l'enquête. Car si l'on admet qu'il existe des choses qui ne s'expliquent ni par la théologie ni par l'expérience commune, c'est tout l'édifice du pouvoir qui risque de s'effondrer. C'est la même logique qui s'applique aux cartes du monde. Les cartes médiévales, les Mappae Mundi, ne sont pas des outils de navigation, mais des représentations théologiques. Jérusalem est au centre, le paradis est à l'est. Les zones inconnues sont peuplées de monstres et de créatures fantastiques. Ces taches blanches, ces terrae incognita, ne sont pas seulement le reflet de l'ignorance géographique. Elles sont une politique délibérée. On préfère peupler l'inconnu de monstres plutôt que d'admettre la possibilité de civilisations ou de phénomènes qui contrediraient le dogme. Toute anomalie est un symptôme d'un savoir qui a échappé au contrôle. Et la réaction est toujours la même. Le confinement, la dissimulation, l'oubli. Mais que se passe-t-il lorsque l'anomalie n'est pas un couple d'enfants étranges dans un village isolé, mais un événement si monstrueux, si cataclysmique, qu'il ne peut être ni dissimulé ni oublié? Que se passe-t-il lorsque le fragment de connaissance perdu, qui refait surface, n'est pas un traité de botanique, mais la recette d'un fléau capable d'anéantir la moitié de l'humanité? Le XIVe siècle approche, et avec lui, le plus grand traumatisme de l'histoire de l'Occident. En octobre de l'an 1347, 12 galères génoises en provenance de la mer Noire accostent dans le port de Messine, en Sicile. Les habitants qui se pressent sur les quais pour accueillir les navires découvrent un spectacle d'horreur. La plupart des marins sont morts ou mourants, leurs corps couverts de furoncles noirs, les fameux bubons qui suintent le sang et le pu. Les autorités siciliennes ordonnent en hâte à la flotte de reprendre la mer, mais il est trop tard. Le passager clandestin est déjà à terre. La peste noire a débarqué en Europe. Ce qui suit dépasse l'entendement. L'épidémie se propage avec une vitesse et une virulence terrifiantes. Elle ne se comporte pas comme une maladie ordinaire. Elle semble animée d'une intelligence malveillante. Elle suit les routes commerciales, mais saute aussi inexplicablement d'une ville à l'autre. Elle prend plusieurs formes. Bubonique, transmise par les puces du rat noir. Pneumonique, qui se transmet par la toux et tue en 24 heures. Et septicémique, qui attaque le sang
et foudroie ses victimes en quelques heures. En moins de 5 ans, entre un tiers et la moitié de la population européenne est anéantie. 25 millions de morts. C'est un effondrement civilisationnel. Les institutions s'écroulent. Les gouvernements sont impuissants. L'Église ne peut offrir aucune explication ni aucun réconfort. Les médecins fuient ou meurent les premiers. La société se désintègre dans une orgie de peur, de paranoïa et de violence. Les liens familiaux se brisent, les parents abandonnant leurs enfants. Des villes entières deviennent des charniers à ciel ouvert. L'explication scientifique moderne est que la peste est causée par le bacille Yersinia pestis. Mais pour les gens du XIVe siècle, cette catastrophe est si démesurée qu'elle ne peut être naturelle. C'est une punition divine ou l'œuvre du diable. Très vite, des théories du complot émergent. On accuse les Juifs d'avoir empoisonné les puits, ce qui déclenche des pogroms d'une violence inouïe. D'autres rumeurs, plus étranges, circulent. On parle d'une brume fétide, d'une corruption de l'air, provoquée par des conjonctions astrales ou des tremblements de terre. Mais certaines chroniques mentionnent des récits plus troublants. Des témoins parlent d'hommes qui auraient délibérément répandu des poudres pestiférées. Et si ces rumeurs contenaient une part de vérité? Si la peste noire n'était pas un événement entièrement naturel? Revenons à notre chasse à la connaissance. Nous avons vu comment des fragments de savoir antique, en métallurgie, en optique, en ingénierie, ont pu refaire surface et changer le cours de l'histoire. Mais la science antique ne se limitait pas à cela. Les Romains et les Grecs avaient des connaissances en biologie et en chimie, même si elles nous semblent rudimentaires. Ils connaissaient les poisons, les miasmes, et avaient une compréhension, bien que limitée, de la contagion. Et si l'un des groupes en guerre pour les fragments du savoir avait découvert quelque chose de bien plus sombre? Un texte décrivant non pas comment construire, mais comment détruire. Un traité de guerre biologique antique. L'idée n'est pas si farfelue. L'histoire est remplie d'exemples d'utilisation de la maladie comme arme, depuis les cadavres catapultés par-dessus les murs des cités assiégées jusqu'aux couvertures infectées par la variole offerte aux Amérindiens. Imaginez qu'un groupe, peut-être les descendants des Templiers cherchant à se venger, ou une faction radicale au sein même du Vatican voulant purger le monde de ses péchés, ait mis la main sur une formule ou une souche bactérienne conservée. Imaginez qu'ils aient tenté de l'utiliser de manière ciblée, comme une arme stratégique. Mais l'arme, bien plus puissante et volatile qu'ils ne l'avaient anticipé, leur a échappé. Elle est devenue incontrôlable, se propageant au-delà de toute mesure, mutante et se retournant contre ses créateurs. Ce serait la première guerre biologique mondiale, une apocalypse déclenchée par accident, née de l'arrogance de ceux qui pensaient pouvoir maîtriser une connaissance qui les dépassait. C'est la malédiction ultime du savoir perdu. Même une tentative de l'utiliser pour le pouvoir ou la justice peut conduire à la destruction universelle. La peste noire est le point de rupture. C'est la fin du monde médiéval. Elle a brisé l'ordre féodal, décimé la noblesse et le clergé, provoqué des révoltes paysannes et une crise de foi profonde. Le monde est une page blanche, une toile vierge née de la mort. Et sur cette toile, les quelques gardiens survivants, ceux qui ont compris que leur guerre secrète avait mené l'humanité au bord de l'extinction, vont devoir faire un choix. Continuer à se battre pour les débris d'un savoir maudit ou tenter quelque chose de radicalement nouveau. Un complot, non pas pour détruire le monde, mais pour le faire renaître. Les cendres de la peste noire recouvrent une Europe traumatisée, décimée, mais paradoxalement libérée.
L'ancien ordre féodal, rigide et immuable, a été brisé. La main-d'œuvre est devenue rare et chère, donnant aux survivants un pouvoir de négociation inédit. La foi aveugle en l'Église a été ébranlée par son impuissance face au fléau. Un vide s'est créé, un vide où tout semble à nouveau possible. C'est dans ce climat de fin du monde et de reconstruction que les derniers détenteurs des fragments de la connaissance dispersés, les héritiers des réseaux de gardiens, les survivants des ordres persécutés, les membres de guildes secrètes, prennent conscience d'une terrible vérité. Leur guerre millénaire pour le savoir a été une folie. Chaque tentative de s'approprier un fragment pour dominer les autres n'a engendré que des catastrophes, des guerres, des massacres, et finalement une pandémie qui a failli anéantir tout le monde. La connaissance, ils le comprennent enfin, n'est pas une arme à conquérir, mais un feu à maîtriser. S'il est trop vif, il consume tout. S'il est éteint, le monde gèle dans l'obscurité. Un pacte secret est alors conclu. Une trêve dans la guerre de l'ombre. Au lieu de se combattre, les factions rivales décident de collaborer pour la première fois. Leur objectif, ne plus cacher la connaissance, mais la réintroduire dans le monde, de manière contrôlée, progressive, afin de guider l'humanité vers une nouvelle ère de lumière, sans la brûler au passage. C'est le début de la plus grande opération d'ingénierie sociale de l'histoire. Une opération que nous appelons la Renaissance. Ce n'est pas un processus naturel, un simple réveil après un long sommeil. C'est une stratégie méticuleusement planifiée. Le consortium secret commence à agir par l'intermédiaire de prête-noms et de mécènes soigneusement choisis. En Italie, une famille de banquiers ambitieux, les Médicis, devient leur principal instrument. Grâce à des financements et à des informations privilégiées, ils prennent le contrôle de Florence et en font le laboratoire de ce nouveau monde. Les agents du consortium parcourent l'Empire byzantin chancelant et les monastères d'Europe, non plus pour voler des livres, mais pour les acheter, les copier et les faire traduire. Des textes de Platon, d'Archimède, de Vitruve, longtemps oubliés en Occident, sont soudainement mis à la disposition d'une nouvelle génération de penseurs et d'artistes. Le génie de la Renaissance n'éclot pas par hasard. Il est nourri. Un jeune artiste nommé Léonard de Vinci se voit secrètement confier des traités d'anatomie et de mécanique antique qui lui permettent de dessiner ses machines volantes et ses études du corps humain. Un architecte, Filippo Brunelleschi, reçoit des schémas de techniques de construction romaine pour pouvoir ériger l'immense dôme de la cathédrale de Florence, un exploit impensable à l'époque. Michel-Ange, Raphaël, Donatello, leur talent est immense, mais il est catalysé par l'accès à un savoir redécouvert. C'est une fuite d'informations contrôlée. On libère la connaissance jugée sur l'art, l'architecture, la philosophie humaniste, les mathématiques. Ces savoirs stimulent le progrès, la beauté, l'innovation, mais ne menacent pas directement l'équilibre du pouvoir. Car l'Alliance secrète a pris une décision cruciale lors de son pacte fondateur. Les fragments les plus dangereux de l'héritage antique, ceux qui traitent de la guerre psychologique, des armes avancées, du contrôle de la conscience, de la manipulation de la vie elle-même, doivent être cachés à nouveau. Mais cette fois, de manière définitive. Ils sont jugés trop puissants pour une humanité qui a prouvé à maintes reprises son immaturité. Le monde dans lequel nous vivons est né de cette décision. Notre science, notre art, notre politique sont les fruits de cette renaissance orchestrée. Nous vivons dans une réalité soigneusement éditée, une version de la connaissance expurgée de ses chapitres les plus terrifiants. La chasse n'est pas terminée. Elle est simplement devenue plus subtile, car les textes cachés existent toujours
quelque part. Et tant qu'ils existeront, il y aura toujours des hommes et des femmes prêts à tout pour les trouver, convaincus de pouvoir, cette fois, maîtriser le feu sans se brûler. L'histoire du Moyen Âge que les manuels scolaires ignorent est donc celle d'un choix. Le choix de sacrifier une partie de la vérité pour permettre à la civilisation de survivre. Une question demeure, suspendue au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès. Ont-ils eu raison? Ce pacte secret nous a donné la beauté de la Renaissance, mais nous a privés d'une vérité potentiellement libératrice ou destructrice. Face à ce dilemme, que choisiriez-vous pour notre monde? Une sécurité bâtie sur un mensonge protecteur ou une liberté totale, même si elle comporte le risque de tout anéantir? Votre réponse compte. Écrivez-la dans les commentaires.